Le jour se lève sur la ferme avec cette lumière pâle et légèrement froide qui accompagne les réveils trop matinaux, ceux où l'on cherche davantage à prouver quelque chose qu'à simplement accomplir des gestes quotidiens. Flore s'est levée avant tout le monde, déterminée à tenir les engagements pris auprès de Ludo, décidée à ne pas être celle qui abandonne ou qui s'effondre au premier obstacle. Depuis qu'elle a accepté de travailler à la ferme, elle ressent ce besoin presque viscéral de démontrer qu'elle peut s'adapter, qu'elle n'est pas seulement une citadine de passage incapable de comprendre le rythme de la terre. Elle arrose les fruits et légumes avec une concentration appliquée, comme si chaque goutte d'eau versée sur les plants pouvait consolider sa légitimité. Elle nourrit les poules, nettoie le poulailler, retire la paille souillée, balaie avec méthode, enchaînant les tâches sans s'accorder la moindre pause. Dans cet effort continu, elle cherche moins à bien faire qu'à faire taire le doute qui l'accompagne depuis son arrivée. Pourtant, au milieu de cette rigueur presque fébrile, un détail lui échappe, elle oublie de refermer la porte du poulailler. Ce geste manqué, insignifiant en apparence, va pourtant révéler toute la fragilité de sa place ici. Lorsque Ludo arrive un peu plus tard, café à la main, profitant d'une grasse matinée qu'il s'est exceptionnellement accordée, il remarque aussitôt l'absence d'Adrienne. La poule s'est échappée. Il aperçoit Flore au loin, tentant de l'encercler, courant d'un bout à l'autre du terrain, la respiration déjà courte, le regard concentré et tendu. Il comprend immédiatement ce qui s'est produit, mais il ne se précipite pas pour intervenir. Il observe la scène avec une certaine indulgence, presque amusé, tout en percevant derrière l'agitation de Flore une inquiétude plus profonde. Elle ne court pas seulement après une poule, elle court après sa crédibilité, après la preuve qu'elle peut tenir ici sans être constamment sauvée par les autres. Chaque tentative infructueuse pour attraper Adrienne semble l'enfoncer davantage dans un sentiment d'inadéquation. Elle se sent maladroite, étrangère à ce décor qui pourtant l'accueille sans hostilité réelle. Ludo aurait pu lui dire qu'Adrienne revient toujours seule au poulailler à la tombée de la nuit, qu'il ne s'agit pas d'une catastrophe et que la ferme n'est pas un tribunal prêt à la juger. Il choisit de ne rien dire immédiatement, peut-être parce qu'il veut la laisser apprivoiser cette réalité à son rythme, peut-être aussi parce qu'il mesure que cette expérience, aussi dérisoire soit-elle en apparence, participe à son apprentissage. Ce n'est qu'en fin de journée que Rémi intervient. En quelques secondes à peine, il parvient à ramener la poule simplement en lui parlant d'une voix douce et posée. Il explique à Flore qu'il faut éviter les gestes brusques, instaurer une confiance, comprendre le rythme de l'animal. Flore écoute, acquiesce, mais au fond d'elle, elle sait que la leçon dépasse largement la question du poulailler. Elle comprend qu'elle doit apprendre à s'ajuster, à ne pas forcer les choses, à accepter qu'on ne conquiert pas un lieu par la seule volonté. Cette journée, passée à courir après Adrienne, devient le symbole silencieux de sa difficulté à trouver sa place. Dans le même temps, ailleurs, la gravité de la situation autour de la mort de Lucie Lecœur impose une toute autre tonalité à la journée. Muriel se rend chez Johanna avec un visage marqué par la fatigue et le chagrin. Elle ne cherche pas à dramatiser, elle énonce les faits avec une sobriété qui rend la situation encore plus lourde. Son ami a été assassiné. Derrière ces mots simples se cache une onde de choc qui continue de se propager. La mère de Lucie, trop éprouvée pour se déplacer, souhaite se porter partie civile. Muriel demande à Johanna de la représenter, consciente de la compétence et de l'intégrité de l'avocate. Johanna écoute attentivement, pose les bases juridiques avec précision, rappelle que Muriel ne pourra être qu'un intermédiaire et qu'aucune procuration ne lui permettra d'agir directement à la place de la mère. La décision d'accepter n'est pas théâtrale, elle s'inscrit dans la continuité de son engagement professionnel. Pourtant, derrière cette apparente maîtrise, une tension invisible commence déjà à se dessiner. Au commissariat, l'enquête avance par fragments. Le bracelet offert à Lucie par son amant a été reconstitué grâce à l'intelligence artificielle, permettant d'obtenir une image précise de l'objet initial. Élise souhaite identifier la bijouterie d'origine et retracer le week-end passé à Sète, persuadée que ces éléments permettront de remonter vers l'homme marié dont Lucie avait parlé. Elle informe Cécile Alphand des avancées avec méthode, consciente que chaque détail peut devenir déterminant. Yann, de son côté, insiste sur la piste d'Ethan. Pour lui, l'homme du stand de tir, qui a passé la nuit avec Lucie et qui s'est présenté à son cabinet le jour de sa mort, mérite une attention particulière. Cette focalisation semble rationnelle, presque évidente, mais elle porte en elle une urgence inhabituelle. Lorsqu'Ethan est interrogé, il ne nie rien. Il admet la soirée, la nuit passée ensemble, reconnaît qu'il espérait obtenir une seconde chance auprès de Lucie. Il explique qu'en arrivant devant l'immeuble, il a vu un homme étrange insister en sonnant plusieurs fois jusqu'à ce que Lucie lui ouvre. Il dit avoir pensé à un patient agité et ne pas avoir jugé nécessaire d'intervenir.
Ce témoignage introduit une nouvelle figure dans l'équation, celle d'un homme inconnu, possiblement lié à la liaison que Lucy entretenait avec un homme marié. Ian écoute sans laisser transparaître ce qui l'agite intérieurement. Le souvenir des confidences de Lucy, de ses paroles à propos de cet amant qu'elle décrivait comme méprisable, s'impose à lui avec une netteté troublante. Il maintient une posture professionnelle, mais la culpabilité commence à se transformer en poids tangible. La tension atteint un autre niveau lorsque la sphère privée et la sphère professionnelle se percutent brutalement. Johanna aborde le sujet avec Ian, souhaitant clarifier sa place dans l'enquête. Lorsqu'elle lui annonce qu'elle va représenter la mère de Lucy, la réaction de Ian dépasse largement la simple contrariété. Il se ferme, puis laisse éclater une colère qu'il ne parvient plus à contenir. Il affirme qu'il ne veut pas parler travail à la maison, qu'il refuse de mélanger les deux univers. Johanna perçoit cette réaction comme une défense territoriale, peut-être même comme une question d'orgueil. Elle ne comprend pas encore que la violence de cette réaction n'est pas liée à l'exercice de leur métier respectif, mais à la peur que la vérité ne s'approche dangereusement de lui. Ian, en refusant d'ouvrir le dialogue, tente de préserver un équilibre déjà instable, sans réaliser que ce silence contribue à creuser le fossé. La nuit venue, le sommeil se refuse à lui. Il se lève, traverse l'appartement plongé dans l'obscurité, cherche un verre d'eau pour apaiser une soif qui n'est pas seulement physique. Dans la pénombre de la cuisine, son esprit lui joue un tour cruel. Il croit voir Lucy. La silhouette n'est peut-être qu'une projection de sa conscience tourmentée, mais pour lui, la présence semble réelle. Elle incarne tout ce qu'il n'a pas dit, tout ce qu'il a choisi de taire. Face à cette apparition, Ian laisse enfin tomber le masque. Il reconnaît intérieurement que son silence ralentit l'enquête, qu'en protégeant sa propre situation il empêche peut-être la vérité d'émerger plus vite. Il admet également que parler signifierait risquer de perdre Johanna, de détruire son couple, de voir s'effondrer l'image qu'il a construite. Ce dilemme le paralyse. Lorsqu'il se retrouve à nouveau seul dans la cuisine, le calme apparent de l'appartement contraste avec le tumulte qu'il habite. Il promet silencieusement de découvrir qui a tué Lucy, comme s'il pouvait ainsi compenser ce qu'il refuse encore de révéler. Mais cette promesse ne suffit pas à apaiser la fracture qui s'ouvre en lui. La culpabilité, désormais pleinement consciente, s'installe comme une présence permanente, prête à ressurgir à la moindre fissure. La journée suivante s'ouvre sous une tension diffuse qui semble avoir contaminé chaque lieu, chaque relation, comme si la mort de Lucy avait laissé derrière elle une onde invisible dont personne ne parvenait à s'extraire totalement. À la ferme, Flore se réveille avec la sensation persistante de ne pas avoir réellement dormi, même si la fatigue a fini par l'emporter quelques heures. L'épisode d'Adrienne continue de lui revenir en mémoire, non pas comme une anecdote amusante, mais comme le rappel d'un déséquilibre plus profond. Elle descend rejoindre Ludo avec une retenue nouvelle, presque prudente, et s'efforce d'adopter une attitude plus posée dans les tâches qu'elle accomplit. Elle parle aux poules d'une voix plus douce, consciente que la manière dont Rémi a résolu la situation la veille n'était pas seulement une question de technique, mais d'écoute et de patience. Cette attention qu'elle porte désormais à ses gestes traduit une évolution discrète. Elle comprend que forcer les choses ne fera qu'accentuer sa maladresse. Elle doit apprendre à s'inscrire dans le rythme du lieu, à accepter de ne pas tout maîtriser immédiatement. Ludo observe ces changements sans commentaire appuyé, mais il perçoit la volonté sincère de Flore de trouver sa place. Il se rend compte aussi qu'il ne lui a peut-être pas facilité les choses en la laissant se débattre seule face à l'échec. Pourtant, il sait que cette expérience a une valeur formatrice. Il ne s'agit pas seulement de gérer une ferme, mais d'apprendre à cohabiter, à collaborer, à partager les responsabilités sans que l'un écrase l'autre. Bilal, à qui Ludo confie ses doutes plus tard dans la journée, lui rappelle que Flore est son associé et qu'il ne peut pas se contenter de la juger sur ses maladresses initiales. Cette remarque agit comme un rappel à l'ordre, soulignant que l'engagement commun implique un soutien actif. Dans un tout autre registre, au commissariat, l'enquête continue d'avancer par strates successives. Élise revient sur les déclarations d'Ethan, analysant chaque détail avec une attention minutieuse. Le récit de l'homme étrange venu sonner chez Lucy le jour de sa mort prend une importance particulière. Il ne s'agit plus seulement d'un élément secondaire, mais d'un point de bascule potentiel dans l'affaire. L'image du bracelet reconstitué grâce à l'intelligence artificielle offre une piste concrète. Identifier la bijouterie d'origine pourrait permettre de remonter jusqu'à l'amant marié dont Lucy parlait. Ian participe aux échanges avec une concentration apparente, mais son esprit demeure troublé par les événements de la veille. Il repense à la confrontation avec Johanna, à la manière dont il a laissé éclater sa colère sans parvenir à la justifier clairement. Cette réaction excessive l'interpelle autant qu'elle l'inquiète.
Il sait qu'il ne pourra pas indéfiniment séparer son rôle d'enquêteur de sa vie personnelle, surtout si Johanna s'implique officiellement dans le dossier en représentant la mère de Lucy. L'audition d'Ethan continue d'être examinée sous différents angles. Le fait qu'il ait admis avoir passé la nuit avec Lucy renforce sa crédibilité sur certains points, mais ne l'innocente pas pour autant. Son explication concernant l'homme venu sonner au cabinet laisse planer une incertitude qui nourrit les hypothèses. Elise souligne qu'un seul message a été retrouvé sur le téléphone de Lucy, ce qui rend la chronologie des échanges encore plus cruciale. Chaque donnée est confrontée, recoupée, discutée, sans que la certitude n'émerge. Pendant ce temps, Johanna entame les premières démarches en vue de représenter la mère de Lucy. Elle prépare les documents nécessaires, organise un rendez-vous à distance, prend soin de cadrer juridiquement la situation. Son engagement ne relève pas d'une simple formalité professionnelle. Elle ressent la responsabilité qui lui incombe face à une femme endeuillée cherchant à comprendre ce qui est arrivé à sa fille. Elle ne peut ignorer non plus que cette implication la place dans une position délicate vis-à-vis de Ian. Toutefois, elle refuse de renoncer à ce qu'elle considère comme une obligation morale et professionnelle. La distance qui s'installe entre elle et Ian devient perceptible, même dans les gestes les plus anodins. Les échanges se font plus mesurés, les silences plus lourds. Aucun conflit ouvert n'éclate, mais l'absence de dialogue authentique crée une tension constante. Johanna tente d'analyser la situation avec rationalité, cherchant à comprendre si la réaction de son mari est liée à la pression de l'enquête ou à une inquiétude plus profonde. Elle n'a pas encore accès à la vérité qui tourmente Ian, mais elle sent qu'un non-dit s'est installé. Ian, de son côté, oscille entre le désir de préserver son couple et la conscience aiguë que son silence constitue un obstacle à la manifestation complète de la vérité. L'apparition nocturne de Lucy continue de le hanter. Il ne sait pas s'il s'agissait d'une hallucination provoquée par l'épuisement ou d'une projection de sa culpabilité, mais l'image reste ancrée en lui. Il revoit le regard qu'il lui prête, un regard dépourvu de reproches explicites mais chargé d'attentes. Cette représentation mentale agit comme un rappel constant de ce qu'il refuse encore d'affronter publiquement. À la ferme, la situation d'Élodie et Pauline ajoute une autre dimension aux tensions environnantes. Pauline, venue chercher des réponses, exprime son malaise face à la distance qu'Élodie maintient, notamment en continuant à dormir sur le canapé. Ce geste, en apparence anodin, traduit en réalité une fracture relationnelle plus profonde. La discussion dégénère rapidement en confrontation verbale, chacun reprochant à l'autre son incapacité à comprendre ses besoins. Lorsqu'Élodie finit par mettre un terme à l'échange en déclarant que cela suffit, elle affirme une limite, mais laisse derrière elle un malaise non résolu. Ces conflits parallèles, qu'ils soient professionnels, conjugaux ou amicaux, composent un tableau où chaque personnage semble confronté à ses propres limites. L'enquête sur la mort de Lucy agit comme un révélateur, mettant en lumière les fragilités individuelles et les tensions latentes. Aucun espace n'est totalement préservé de l'impact de ce drame. En fin de journée, Ian reste plus longtemps que nécessaire au commissariat, cherchant peut-être à retarder le moment de rentrer chez lui. Il relit les rapports, examine encore les déclarations d'Ethan, s'attarde sur les éléments techniques liés au bracelet. Ce surinvestissement apparent masque en réalité une fuite. Il craint le face-à-face silencieux avec Johanna, craint les questions qu'elle pourrait poser, craint surtout le moment où il devra choisir entre la vérité et la protection de son couple. Lorsqu'il finit par quitter les lieux, la nuit est déjà installée sur la ville. Le chemin du retour lui semble plus long que d'habitude. Il prend conscience que l'affaire Lucy ne se limite plus à une enquête parmi d'autres. Elle s'est infiltrée dans sa vie privée, dans ses pensées, dans son sommeil. Elle est devenue un point de rupture potentiel. À la maison, l'atmosphère est calme, presque trop. Johanna travaille encore sur son dossier, concentrée, déterminée. Leur échange est poli, mesuré, mais dépourvu de la spontanéité habituelle. Ian perçoit cette distance et comprend qu'elle n'est pas uniquement la conséquence de la fatigue. Elle est le produit d'un secret qui s'épaissit. La nuit promet d'être à nouveau agitée. Ian sait que les images de Lucy pourraient revenir, que sa conscience ne lui laissera aucun répit tant qu'il n'aura pas affronté ce qu'il cherche à dissimuler. L'enquête progresse lentement, mais le véritable compte à rebours se joue désormais en lui, dans cet espace intime où la culpabilité et la peur se disputent la place laissée par la raison. Le lendemain, l'enquête prend une densité nouvelle, comme si chaque élément accumulé les jours précédents commençait enfin à dessiner des contours plus précis, sans pour autant offrir la moindre certitude. Au commissariat, l'atmosphère est studieuse mais tendue. Elise a passé une partie de la nuit à revoir les images numériques du bracelet reconstitué, comparant les motifs, les fermoirs, les détails minuscules susceptibles d'indiquer une origine spécifique. Ce travail minutieux n'a rien de spectaculaire,
mais il incarne la patience nécessaire à toute investigation sérieuse. Elle partage ses conclusions provisoires avec Ian, en soulignant que la pièce semble provenir d'une bijouterie assez haut de gamme, ce qui réduit déjà le champ des possibilités. Si l'amant marié a offert ce bracelet à Lucy, il n'est probablement pas un simple inconnu. Cette hypothèse alimente l'idée que l'homme mystérieux mentionné par Ethan pourrait correspondre à cette figure. Ian écoute attentivement, mais son esprit fonctionne sur deux plans distincts, l'analyse rationnelle des faits et la gestion de sa propre implication émotionnelle. L'audition d'Ethan continue d'être décortiquée. Certains détails méritent d'être approfondis, notamment l'heure précise à laquelle il s'est présenté devant l'immeuble et la description de l'homme qu'il a vu. Ethan parle d'un individu nerveux, insistant, presque pressé d'entrer. Il n'a pas cherché à identifier cet homme, se contentant d'observer la scène à distance avant de repartir. Cette passivité soulève des interrogations, mais elle ne constitue pas une preuve de culpabilité. Elle laisse surtout la place à l'hypothèse d'une confrontation entre Lucy et cet homme inconnu peu de temps avant sa mort. Pendant ce temps, Johanna progresse dans ses démarches auprès de la mère de Lucy. L'entretien à distance est chargé d'émotions contenues. La mère parle avec difficulté, cherchant à comprendre comment la vie de sa fille a pu s'achever ainsi, dans un cabinet censé être un lieu d'écoute et de protection. Johanna adopte un ton calme et structurant, expliquant les étapes juridiques, les droits liés à la constitution de partie civile, les possibilités d'accès au dossier. Elle ressent le poids de la responsabilité qui lui incombe, consciente que sa mission dépasse le simple cadre technique. En acceptant de représenter la mère de Lucy, elle s'expose également à un conflit potentiel avec Ian, même si elle refuse de le formuler ainsi. Elle considère que la justice ne peut pas être fragmentée selon les intérêts personnels. Pourtant, elle ne peut ignorer que l'affaire s'insinue progressivement dans son couple. La veille, la réaction de Ian l'a profondément troublée. Elle repense à son ton abrupt, à sa manière de couper court à toute discussion, comme s'il cherchait à ériger un mur entre eux. À la ferme, Flore tente de tirer les leçons de ses maladresses. Elle s'applique à écouter davantage, à observer le fonctionnement de Ludo et de Rémi avant d'intervenir. Elle comprend que la ferme repose sur un équilibre fragile entre autonomie et coopération. Lorsqu'elle s'occupe à nouveau du poulailler, elle vérifie 2 fois la fermeture de la porte, non pas par peur de l'erreur, mais par souci d'attention. Ce changement discret marque une étape dans son adaptation. Ludo, de son côté, prend conscience qu'il doit lui laisser un espace d'apprentissage sans pour autant l'abandonner face à ses difficultés. Il évoque avec Bilal ses doutes quant à la capacité de Flore à s'épanouir ici. Bilal lui rappelle que l'association implique un engagement réciproque et qu'il ne peut pas réduire son associé à une série de maladresses initiales. Cette remarque résonne chez Ludo, qui commence à percevoir la situation sous un angle plus nuancé. Au commissariat, l'enquête sur Lucy franchit un nouveau seuil lorsque les recherches autour du bracelet orientent les policiers vers une zone géographique précise. Élise propose de vérifier les registres d'achat correspondant au modèle identifié. Chaque piste, aussi technique soit-elle, rapproche potentiellement les enquêteurs de l'homme marié dont Lucy avait parlé. Ian participe activement à ces démarches, cherchant à maintenir une posture irréprochable. Cependant, plus l'enquête progresse, plus la tension intérieure de Ian s'intensifie. Il est confronté à une contradiction fondamentale, il veut que la vérité éclate, mais il redoute les conséquences de certaines révélations. Il se rend compte que son silence ne constitue pas seulement une protection personnelle, mais un facteur qui pourrait retarder la compréhension complète des événements. Cette prise de conscience ne suffit pas à le pousser à parler, mais elle installe un malaise persistant. En fin d'après-midi, Élise évoque à nouveau la possibilité que l'homme vu par Ethan soit lié directement à la liaison de Lucy. Elle souligne que si cet individu a sonné avec insistance et obtenu l'accès au cabinet, cela suppose une relation de confiance préalable. Lucy ne laissait pas entrer n'importe qui. Cette observation résonne douloureusement en Ian, qui connaît la capacité de Lucy à maintenir des frontières, tout en entretenant des relations complexes. À la maison, l'ambiance reste mesurée, presque trop maîtrisée. Johanna travaille sur le dossier, concentrée, tandis que Ian tente de dissimuler son agitation. Les conversations restent superficielles, centrées sur des sujets neutres, comme si chacun évitait consciemment le terrain sensible. Ce silence partagé devient un espace lourd, où les non-dits prennent davantage de place que les paroles. La nuit approche à nouveau, et avec elle la perspective d'un face-à-face intérieur pour Ian. Il redoute de revivre l'apparition de Lucy, mais il sait aussi que cette image n'est que la manifestation de sa propre conscience. Il comprend que tant qu'il n'aura pas pris une décision claire, ce conflit interne ne cessera pas. La promesse qu'il a formulée dans l'obscurité, celle de trouver le meurtrier de Lucy, reste intacte, mais elle s'accompagne désormais d'une question plus dérangeante.
peut-il réellement poursuivre cette quête sans affronter sa propre part de responsabilité morale? Dans ce contexte, l'enquête ne constitue plus seulement un processus judiciaire. Elle devient le miroir des fragilités individuelles, révélant les lignes de fracture au sein des couples, des associations et des amitiés. Chaque avancée technique, chaque témoignage, chaque recoupement accentue la pression sur Yann, qui sent que l'étau se resserre progressivement. La journée s'achève sans révélation spectaculaire, mais avec la certitude que les éléments s'imbriquent lentement. La figure de l'homme marié, encore anonyme, prend de l'épaisseur. Ethan reste sous surveillance, sans être formellement mis en cause. Johanna s'engage davantage dans son rôle d'avocate, déterminée à accompagner la mère de Lucy jusqu'au bout. Et Yann, pris entre son devoir professionnel et la peur de perdre ce qu'il a construit avec Johanna, se retrouve face à une échéance intérieure qu'il ne pourra pas indéfiniment repousser. La pression s'intensifie à mesure que les fils de l'enquête commencent à se croiser de manière plus serrée, créant un réseau de connexions qui ne laisse plus beaucoup d'espace aux zones grises. Au commissariat, Élise obtient un premier retour concernant le modèle du bracelet reconstitué. La bijouterie identifiée se situe dans un quartier fréquenté par une clientèle aisée, ce qui confirme l'idée que l'amant de Lucy appartient à un milieu social confortable, voire privilégié. Cette donnée, en apparence neutre, réduit considérablement le champ des hypothèses. Les registres d'achat ne livrent pas immédiatement un nom, mais la période de vente correspondant au modèle permet de cibler quelques transactions précises. L'analyse devient plus technique, plus méticuleuse. Yann participe activement à ces vérifications, concentré, rigoureux, cherchant à démontrer qu'il demeure parfaitement investi dans sa mission. Pourtant, chaque avancée concrète accroît son malaise intérieur. Il sait que l'identification de l'amant marié pourrait bouleverser l'équilibre fragile qu'il tente de préserver. Élise, attentive aux moindres détails, remarque que la description fournie par Ethan concernant l'homme étrange correspond à un profil nerveux, pressé, presque inquiet. Elle suggère que cet individu pouvait se sentir menacé, craignant que Lucy ne révèle leur liaison. Cette hypothèse introduit la possibilité d'un mobile passionnel, voire d'un acte commis sous le coup de la peur. Yann écoute sans contredire, mais il sent que chaque mot prononcé rapproche dangereusement l'enquête d'une vérité qu'il redoute. Parallèlement, Johanna avance dans la constitution du dossier de partie civile. Elle rassemble les éléments transmis par la police, prépare les premières demandes d'accès aux pièces de l'enquête, et échange à nouveau avec la mère de Lucy. Cette dernière exprime une douleur contenue, mêlée à une détermination farouche de comprendre ce qui s'est passé. Johanna mesure à quel point son rôle dépasse la simple procédure, elle devient le relais d'une quête de vérité qui ne tolère ni approximation ni concession. Cette implication croissante rend la distance avec Yann encore plus perceptible. Leurs échanges, bien que courtois, sont marqués par une retenue inhabituelle. Johanna observe son mari avec une attention nouvelle, cherchant à décrypter les signes d'une tension qu'il tente de masquer. Elle perçoit son agitation, son besoin de contrôler les conversations, son refus systématique d'aborder certains sujets. Sans formuler de soupçons précis, elle ressent que quelque chose lui échappe. À la ferme, Flore poursuit son adaptation avec une détermination plus calme. Elle prend le temps d'observer les cycles naturels, de comprendre l'organisation du travail, d'écouter les conseils sans les vivre comme des reproches. Ludo remarque cette évolution et commence à envisager leur collaboration sous un jour plus positif. Il comprend que l'erreur du poulailler n'était pas un signe d'incompétence, mais une étape nécessaire dans un processus d'apprentissage. Cependant, les tensions relationnelles ne disparaissent pas pour autant. La dispute entre Pauline et Élodie laisse des traces. Pauline, blessée par la distance qu'Élodie maintient, cherche à renouer un dialogue plus apaisé, mais la méfiance persiste. Élodie, de son côté, affirme son besoin d'espace, consciente que certains choix impliquent des ruptures temporaires. Ces conflits secondaires, bien qu'éloignés de l'enquête criminelle, participent à l'atmosphère générale d'instabilité qui traverse l'ensemble des personnages. Au commissariat, une nouvelle étape est franchie lorsque les vérifications autour des transactions de la bijouterie permettent d'isoler quelques acheteurs correspondant au profil recherché. Parmi eux figurent plusieurs hommes mariés, appartenant à des milieux professionnels divers. La liste n'est pas encore suffisamment précise pour désigner un suspect, mais elle constitue une base de travail solide. Yann ressent une accélération du processus, comme si le temps lui était désormais compté. Élise insiste sur la nécessité de procéder à des recoupements approfondis, notamment en comparant les dates d'achat avec les périodes de fréquentation de Lucy. Elle propose également de vérifier les relevés téléphoniques afin d'identifier d'éventuels échanges entre la victime et l'un des acheteurs potentiels. Cette méthodologie rigoureuse souligne que l'enquête avance sur des bases factuelles, sans précipitation.
Pour Yann, chaque nouvelle piste représente un double enjeu. D'un côté, il veut sincèrement identifier le responsable de la mort de Lucie. De l'autre, il craint que certaines révélations ne le placent dans une position intenable vis-à-vis de Johanna. Cette tension permanente se manifeste par une fatigue accrue, des silences prolongés, et une difficulté croissante à compartimenter sa vie professionnelle et sa vie privée. Un soir, alors qu'il rentre plus tard que prévu, il trouve Johanna plongée dans ses dossiers. Elle lui explique qu'elle a reçu des informations complémentaires concernant la constitution de partie civile et qu'elle souhaite demander un accès élargi aux éléments de l'enquête. Cette annonce agit comme un déclencheur. Yann tente de rester neutre, mais son regard trahit une inquiétude qu'il ne parvient plus à dissimuler totalement. Johanna remarque cette réaction, sans pour autant l'interpréter immédiatement. Elle comprend que l'affaire est sensible pour lui, mais elle ne mesure pas encore l'ampleur du conflit intérieur qui le ronge. Elle choisit de maintenir une posture professionnelle, refusant de laisser la tension altérer son engagement auprès de la mère de Lucie. La nuit suivante est marquée par une insomnie plus lourde encore pour Yann. Il repense aux paroles prononcées dans l'obscurité, à la promesse faite à l'image de Lucie, à l'engagement de découvrir la vérité. Cette promesse prend désormais une dimension plus complexe. Il comprend que la vérité ne se limite pas à l'identification d'un coupable. Elle implique aussi la révélation de ce qu'il a choisi de taire. L'enquête continue d'avancer, lentement mais sûrement, réduisant progressivement les zones d'ombre. Chaque élément ajouté au dossier rapproche les enquêteurs d'une confrontation inévitable avec la réalité des faits. Pour Yann, cette progression représente à la fois une nécessité et une menace. Il sent que le moment où il devra faire un choix approche, même s'il ignore encore sous quelle forme il se présentera. Dans cet entrelacement de tensions professionnelles et personnelles, l'affaire Lucie devient le point de convergence de toutes les fragilités. Les alliances se redéfinissent, les silences prennent un poids nouveau, et chaque décision semble susceptible de faire basculer l'équilibre précaire qui s'est installé. La colère initiale de Yann face à l'engagement de Johanna dans l'affaire n'était que la surface visible d'un conflit beaucoup plus profond, désormais impossible à ignorer. L'enquête atteint un seuil plus délicat lorsque les vérifications autour des achats du bracelet commencent à produire des correspondances concrètes avec certains profils déjà connus des services de police. La bijouterie, après avoir coopéré avec les enquêteurs, transmet des informations plus précises concernant les transactions effectuées durant la période estimée. Les paiements, pour la plupart réalisés par carte, permettent d'identifier plusieurs acheteurs. Il ne s'agit encore que de noms, de dates et de montants, mais derrière ces lignes comptables se dessinent des trajectoires humaines susceptibles d'avoir croisé celles de Lucie. Élise s'attelle à croiser ces données avec les agendas, les déplacements et les connexions téléphoniques. Elle adopte une méthode progressive, refusant toute conclusion hâtive. L'idée d'un mobile lié à une liaison extra-conjugale se précise, mais elle ne veut pas réduire l'affaire à un simple drame passionnel sans avoir vérifié chaque paramètre. Elle expose ses hypothèses à Yann avec prudence, soulignant que la pression émotionnelle peut conduire à des gestes irréversibles, surtout lorsque la réputation ou la vie familiale sont en jeu. Yann acquiesce, mais son esprit est traversé par une tension croissante. Il connaît trop bien la dynamique des relations secrètes, la fragilité des équilibres fondés sur le mensonge, et la violence potentielle des révélations. Plus l'enquête avance, plus il prend conscience que son silence devient une variable dangereuse. Il sait que s'il avait évoqué plus tôt certains éléments de sa relation avec Lucie, l'analyse aurait peut-être pris une autre direction. Cette pensée l'accompagne comme une ombre persistante. Dans le même temps, Johanna formalise officiellement la constitution de partie civile au nom de la mère de Lucie. La procédure suit son cours, encadrée par des délais stricts et des exigences précises. Elle prépare les demandes d'actes complémentaires, cherchant à garantir que toutes les pistes soient explorées. Son engagement ne faiblit pas, même si elle ressent de plus en plus clairement la distance émotionnelle qui s'installe avec Yann. Un soir, alors qu'il dîne dans un silence presque mécanique, Johanna tente d'aborder indirectement le sujet de l'enquête. Elle évoque les démarches administratives, la souffrance de la mère de Lucie, l'importance d'obtenir des réponses claires. Yann répond brièvement, se retranchant derrière la confidentialité des investigations. Ce refus d'entrer dans le détail, justifié officiellement par le secret professionnel, est perçu par Johanna comme une fermeture plus large. Elle ne formule pas d'accusation, mais une fissure s'élargit. À la ferme, Flore commence à trouver un rythme plus stable. Elle participe activement à l'organisation des tâches, propose des ajustements modestes mais pertinents, et gagne progressivement la confiance de Ludo. Leur collaboration, encore fragile, s'inscrit dans une dynamique plus constructive. Flore réalise que son sentiment d'inadéquation s'estompe lorsqu'elle accepte de demander conseil plutôt que de chercher à tout maîtriser seule.
Cette évolution contraste avec la spirale intérieure dans laquelle Yann semble s'enfoncer. Au commissariat, une nouvelle donnée vient complexifier l'affaire. L'un des acheteurs potentiels du bracelet présente un profil compatible avec la description fournie par Ethan. Il s'agit d'un homme marié, occupant une position professionnelle respectable, dont les déplacements correspondent partiellement aux dates mentionnées. Cette correspondance ne constitue pas une preuve, mais elle renforce la nécessité d'un approfondissement. Elise propose de convoquer discrètement cet individu afin de vérifier ses déclarations. Yann ressent une crispation immédiate à l'idée d'un face-à-face qui pourrait révéler des éléments sensibles. Il tente de maintenir une posture objective, mais son trouble devient plus difficile à dissimuler. Il comprend que l'enquête s'approche d'un point où les révélations pourraient avoir des répercussions en chaîne. La nuit suivante, l'insomnie le reprend avec une intensité accrue. Il se lève, traverse l'appartement silencieux, et s'arrête devant la fenêtre. La ville endormie lui semble étrangère, comme si elle appartenait à un monde où les décisions sont simples et les conséquences prévisibles. Il repense à Lucie, à leur conversation, au moment où il a cru pouvoir compartimenter sa vie sans que les frontières ne se brouillent. Cette illusion lui apparaît désormais comme une erreur fondamentale. L'image de Lucie, qu'il avait perçue dans la cuisine les nuits précédentes, revient à son esprit sans qu'il puisse la chasser. Cette présence symbolique n'est plus seulement une manifestation de culpabilité, mais un rappel constant de l'inachevé. Il réalise que promettre de trouver le meurtrier ne suffit pas à effacer ce qu'il a omis de dire. La vérité, pour être complète, exige une transparence qu'il n'a pas encore le courage d'assumer. Au même moment, Johanna, éveillée elle aussi, observe le vide laissé par Yann dans le lit. Elle ressent confusément que quelque chose se joue en dehors de son champ de perception. Son intuition professionnelle, affûtée par des années de pratique, lui suggère qu'un non-dit majeur s'est installé. Elle hésite entre confronter directement Yann et respecter le silence qu'il impose. Cette hésitation nourrit un malaise latent. Au commissariat, la convocation de l'homme identifié à partir des registres de la bijouterie est programmée. L'équipe prépare les questions, structure l'entretien, anticipe les dénégations possibles. Yann participe à cette préparation avec un sérieux irréprochable, mais il sait que cette audition pourrait constituer un tournant. Il craint moins la confrontation elle-même que les conséquences imprévisibles qu'elle pourrait engendrer dans sa vie personnelle. L'enquête sur la mort de Lucie, initialement perçue comme un dossier parmi d'autres, s'est transformée en catalyseur des tensions intimes. Chaque avancée technique met à l'épreuve les relations, chaque hypothèse soulève des enjeux dépassant le cadre strictement judiciaire. Pour Yann, le temps des compromis silencieux touche à sa limite. Il pressent que le choix qu'il repousse devra bientôt être formulé clairement. Dans cette atmosphère chargée, aucun événement spectaculaire ne vient clore la journée. Pourtant, la sensation d'un basculement imminent s'impose à chacun des protagonistes. L'enquête progresse, méthodiquement, tandis que les certitudes vacillent. La colère initiale de Yann a laissé place à une inquiétude plus sourde, plus profonde, annonçant une confrontation intérieure dont l'issue demeure incertaine. La convocation de l'homme identifié grâce au registre de la bijouterie marque une étape décisive dans l'enquête. Au commissariat, l'atmosphère est plus dense que d'habitude, comme si chacun percevait confusément que cet entretien pourrait redessiner l'ensemble du dossier. Elise relit une dernière fois les éléments chronologiques, date d'achat du bracelet, période supposée de la liaison, déplacements enregistrés le jour de la mort de Lucie. Tout semble cohérent sur le papier, mais l'expérience lui a appris que la cohérence apparente peut dissimuler des failles inattendues. Yann s'efforce d'adopter une posture parfaitement maîtrisée. Il sait que son rôle exige une neutralité absolue, une distance émotionnelle que, paradoxalement, il a de plus en plus de mal à maintenir. L'homme arrive, visiblement tendu, mais cherchant à conserver une assurance de façade. Il admet avoir acheté un bracelet correspondant au modèle présenté, affirmant qu'il s'agissait d'un cadeau sans importance particulière. Lorsqu'il est interrogé sur sa relation avec Lucie, il minimise, évoque des échanges professionnels, nie toute implication sentimentale. L'audition s'étire, ponctuée de silences calculés et de questions précises. Elise confronte l'homme aux éléments factuels, notamment la concordance entre la date d'achat et certaines périodes où Lucie avait mentionné un cadeau. Yann observe attentivement les réactions, cherchant à déceler une incohérence, un signe de nervosité excessive. L'homme finit par reconnaître qu'il connaissait Lucie au-delà du strict cadre professionnel, sans pour autant admettre une liaison officielle. Il nie toute présence au cabinet le jour de sa mort, avançant un alibi encore à vérifier. Cet entretien ne produit pas d'aveu décisif, mais il consolide l'hypothèse d'une relation dissimulée. L'équipe décide de vérifier l'alibi, d'examiner les relevés téléphoniques, et de recouper les déclarations avec celles d'Ethan.
L'enquête avance, non pas par révélation brutale, mais par accumulation méthodique d'indices. Pour Yann, cette progression est à la fois rassurante et inquiétante. Rassurante parce qu'elle démontre que le travail collectif porte ses fruits. Inquiétante parce qu'elle réduit progressivement l'espace dans lequel il peut maintenir son silence sans que cela paraisse suspect. Il ressent une pression diffuse, comme si chaque nouvelle pièce du puzzle risquait d'exposer indirectement sa propre proximité passée avec la victime. À la maison, Johanna reçoit les premières confirmations officielles concernant la constitution de partie civile. Elle informe la mère de Lucie des prochaines étapes et s'engage à suivre attentivement les développements de l'enquête. Cette implication renforce son sentiment de responsabilité. Elle commence à percevoir plus nettement le contraste entre sa transparence professionnelle et l'opacité qui entoure Yann. Un soir, alors qu'ils se retrouvent dans le salon, Johanna tente d'ouvrir un espace de dialogue plus direct. Elle ne formule pas d'accusation, mais elle exprime son malaise face au silence répété. Elle explique qu'elle ressent une distance inhabituelle, qu'elle aimerait comprendre ce qui le préoccupe réellement. Yann écoute, mais il répond par des généralités, évoquant la pression du travail et la complexité du dossier. Cette réponse, bien que plausible, ne dissipe pas le doute. Johanna perçoit que la question dépasse le cadre professionnel. Elle ne dispose pas encore des éléments nécessaires pour identifier précisément ce qui lui échappe, mais son intuition la pousse à rester attentive. Elle se retrouve face à un dilemme, insister au risque de provoquer une confrontation prématurée, ou patienter en espérant que Yann finira par parler de lui-même. À la ferme, Flore franchit une étape symbolique lorsqu'elle parvient à gérer seule une situation imprévue. Un problème mineur surgit dans l'organisation des récoltes, et elle prend l'initiative de coordonner les ajustements nécessaires. Ludo remarque cette assurance nouvelle, fruit d'une adaptation progressive. Leur relation s'équilibre, gagnant en fluidité. Cette évolution positive contraste avec la tension croissante qui marque le couple formé par Yann et Johanna. Au commissariat, les vérifications de l'alibi de l'homme convoqué révèlent certaines incohérences temporelles. Rien de suffisant pour l'incriminer formellement, mais assez pour maintenir la suspicion. Élise propose de poursuivre les investigations, notamment en explorant d'éventuels témoignages complémentaires autour du cabinet de Lucie. L'homme étrange mentionné par Ethan demeure une figure centrale, et la possibilité qu'il corresponde à cet acheteur reste ouverte. Yann ressent une fatigue accrue, conséquence directe de ses nuits fragmentées et de la tension constante. Il réalise que son corps commence à trahir ce que son esprit tente de contenir. Chaque retour à la maison devient plus difficile, chaque échange avec Johanna plus chargé d'une signification implicite. Une nouvelle nuit d'insomnie le conduit une fois encore dans la cuisine silencieuse. Cette fois, il ne croit pas voir Lucie. L'absence de cette apparition imaginaire le confronte à une autre forme de solitude, plus froide, plus tangible. Il comprend que la culpabilité n'a pas besoin de fantômes pour exister. Elle s'inscrit dans ses gestes, dans ses hésitations, dans la crispation de sa voix lorsqu'il évoque l'affaire. Il se demande s'il est encore possible de préserver son couple sans sacrifier l'intégrité qu'il revendique en tant que policier. Cette question, qu'il avait repoussée jusqu'ici, s'impose désormais avec une clarté brutale. Il sait que le moment où Johanna exigera des réponses plus précises approche. L'enquête avance vers une vérité judiciaire, mais sa propre vérité personnelle reste en suspens. La journée suivante s'annonce déterminante. L'équipe prévoit de confronter certains éléments techniques à l'homme convoqué, tandis que Johanna envisage de demander un accès élargi au dossier au nom de la partie civile. Ces démarches parallèles, bien que distinctes, convergent vers un point commun, la réduction progressive des zones d'ombre. Dans cette dynamique, Yann ne peut plus ignorer que son silence constitue un facteur de déséquilibre. Il pressent qu'un choix s'impose, non pas entre deux versions des faits, mais entre deux fidélités, celle à la vérité complète et celle à la protection de son couple. La colère initiale qu'il avait saisie lorsque Johanna s'est engagée dans l'affaire laisse place à une lucidité douloureuse. Il comprend que l'impossible situation qu'il redoutait est déjà en train de se réaliser. L'aube suivante ne ressemble à aucune autre pour Yann. Il ne s'agit plus seulement d'une fatigue accumulée ou d'une pression professionnelle ordinaire, mais d'un point de bascule intérieur qu'il ne peut plus ignorer. Depuis plusieurs jours, l'enquête avance avec une logique implacable, et chaque avancée réduit l'espace dans lequel il pouvait encore se réfugier. L'homme convoqué grâce au registre de la bijouterie reste sous surveillance, les incohérences de son alibi persistent, et les recoupements techniques laissent entrevoir la possibilité d'une confrontation plus directe. Au commissariat, Élise expose les derniers éléments collectés. Les relevés téléphoniques montrent qu'un numéro correspondant à celui de l'acheteur potentiel a tenté de joindre Lucie à plusieurs reprises dans les jours précédant sa mort.
Ces tentatives d'appel, bien qu'elles ne prouvent rien à elles seules, renforcent l'hypothèse d'une relation plus intime que ce que l'homme a admis. La chronologie devient plus serrée, plus précise. L'équipe prépare une nouvelle audition, déterminée à pousser l'interrogatoire plus loin. Ian participe aux échanges avec un professionnalisme intact, mais son esprit est traversé par une certitude croissante. La vérité judiciaire approche, et avec elle la nécessité de clarifier sa propre position. Il ne peut plus se contenter de promettre intérieurement de trouver le meurtrier. Il comprend que son silence, même s'il ne dissimule pas directement le crime, a contribué à brouiller certaines pistes. Cette prise de conscience s'impose à lui avec une brutalité qu'il ne parvient plus à atténuer. À la maison, Johanna reçoit la confirmation que sa demande d'accès élargi au dossier est en cours d'examen. Elle mesure que son rôle de représentante de la partie civile va l'amener à examiner en détail les pièces de l'enquête. Cette perspective renforce son besoin de transparence dans son couple. Elle ne veut pas se retrouver dans une situation où des informations capitales lui seraient révélées par voie officielle plutôt que par la parole de Ian. Le soir venu, elle décide d'aborder le sujet de manière plus directe. Elle ne cherche pas la confrontation, mais la compréhension. Elle explique qu'elle ressent une distance inhabituelle, qu'elle perçoit chez lui une tension qui dépasse le simple cadre du travail. Ian écoute en silence, conscient que chaque mot qu'il prononcera aura un poids déterminant. Il hésite, mesure les conséquences possibles, envisage un instant de maintenir la version rassurante qu'il a adoptée jusqu'ici. Mais le souvenir de la silhouette de Lucie dans la cuisine, la promesse murmurée dans l'obscurité, et la progression inexorable de l'enquête convergent vers une même évidence. Il ne peut plus continuer à compartimenter sa vie sans que les frontières ne s'effondrent. Il admet alors, avec une sincérité encore partielle mais réelle, qu'il a gardé pour lui des éléments liés à sa relation passée avec Lucie. Il ne détaille pas tout, mais il reconnaît que son silence a été motivé par la peur de perdre Johanna. Cette confession n'est ni théâtrale ni exhaustive. Elle ouvre plutôt un espace fragile où la confiance vacille sans encore se briser totalement. Johanna reçoit ces mots avec un mélange de stupeur et de douleur. Elle comprend que la colère initiale de Ian lorsqu'elle s'est engagée dans l'affaire n'était pas une simple réaction professionnelle, mais la manifestation d'une angoisse plus profonde. Elle ne prononce pas de jugement immédiat. Elle demande des clarifications, cherche à comprendre la chronologie, la nature exacte de cette relation. Ian répond, conscient que chaque omission supplémentaire serait une nouvelle trahison. Il ne minimise pas la gravité de son silence, mais il insiste sur sa volonté de collaborer pleinement avec l'enquête et de ne plus laisser ses intérêts personnels interférer. Cette déclaration marque un tournant intérieur, il accepte enfin que la vérité, pour être réparatrice, doit être complète. Au commissariat, la nouvelle audition de l'homme suspecté révèle des contradictions plus marquées. Confronté aux relevés téléphoniques et aux incohérences de son emploi du temps, il vacille dans ses explications. Sans avouer explicitement sa présence au cabinet le jour de la mort de Lucie, il admet avoir eu une dispute avec elle peu de temps auparavant. Cette admission modifie la perception du mobile possible et renforce la pression sur lui. L'enquête n'aboutit pas encore à une mise en accusation formelle, mais le cercle se resserre. Élise note que la dynamique des événements converge vers un conflit entre Lucie et cet homme marié, conflictualité susceptible d'avoir dégénéré. Ian, désormais engagé dans une démarche plus transparente, participe aux décisions avec une détermination renouvelée. Il sait que son intégrité professionnelle dépend de sa capacité à séparer définitivement la recherche de la vérité de la protection de ses propres intérêts. À la ferme, Flore et Ludo poursuivent leur collaboration dans une atmosphère plus sereine. Les ajustements opérés par Flore portent leurs fruits, et la gestion des tâches devient plus fluide. Cette stabilité retrouvée offre un contraste apaisant avec la turbulence émotionnelle qui traverse Ian et Johanna. Les tensions entre Pauline et Élodie commencent également à s'atténuer, chacun prenant conscience que le silence prolongé ne résout rien. Lorsque la nuit tombe à nouveau, Ian se retrouve face à une situation différente de celle des jours précédents. Il n'y a pas d'apparition, pas de projection imaginaire. Il ressent simplement la fatigue d'un homme qui a cessé de fuir. La conversation avec Johanna n'a pas tout résolu, mais elle a brisé le mur de silence qui menaçait de les séparer irrémédiablement. La confiance est ébranlée, mais elle n'est pas anéantie. Il comprend que les conséquences de ses choix ne disparaîtront pas du jour au lendemain. Il devra regagner la confiance de Johanna, assumer les répercussions de son silence, et poursuivre l'enquête avec une rigueur sans faille. La colère qu'il avait submergée lorsqu'il a appris l'engagement de Johanna dans l'affaire laisse place à une acceptation lucide. Cette situation impossible était le résultat de ses propres décisions. Au terme de cette journée, l'épisode se clôt sur une double tension. D'un côté,
L'enquête progresse vers l'identification probable du responsable de la mort de Lucie, soutenue par des éléments factuels de plus en plus solides. De l'autre, le couple formé par Yann et Johanna entame une phase de reconstruction incertaine, fondée sur une vérité partiellement révélée mais encore fragile. La promesse faite à Lucie dans le silence de la nuit trouve ainsi un début d'accomplissement. Yann ne se contente plus de jurer qu'il trouvera le meurtrier. Il accepte que cette quête implique également d'affronter ses propres fautes. L'affaire Lucie ne se limite plus à un dossier criminel, elle devient le révélateur d'une crise intime, dont l'issue dépendra autant de la justice que de la capacité à restaurer la confiance brisée.